Bonjour, Jean-François Pierre, je suis l'animateur de la dernière table ronde de cette journée. En fait, nous allons traiter lors de la table ronde du dernier thème qui est celui de la qualité des pratiques d'accueil au sein des établissements qui est perçu par les professionnels. Donc c'est un point de vue un petit peu différent. On a un point de vue plutôt ascendant. Enfin, on part du bas et on regarde vers le haut, voir finalement comment se déroulent les pratiques d'accueil. Donc c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur dans la mesure où je suis en charge d'un plan de formation des professionnels de petite enfance. Et le plan de formation s'adressait à l'ensemble des professionnels et pas seulement aux personnels de direction. Donc, qui invitait à modifier les pratiques d'accueil de tout le monde. Ce qui a soulevé d'ailleurs des questions sur les pratiques d'accueil, sur cette perception justement de l'évolution des pratiques d'accueil quand les professionnels arrivent en établissement après une formation. Et les pratiques ne changent pas forcément toujours, parce qu'en fait, c'est un tout. Le professionnel n'est pas tout seul. Il faut aussi que l'ensemble de l'équipe soit mobilisé. Donc, avant de commencer, de présenter les intervenants de la table ronde, que je remercie par avance d'être déjà assis, Pierre Moisset va faire sa petite introduction. Merci. Donc là, on va vous parler de la qualité perçue du travail, c'est-à-dire qu'on a demandé aux professionnels de nous donner leur opinion sur le sentiment de réaliser un plus ou moins bon travail auprès des enfants, auprès des parents. On n'en parle pas aujourd'hui, sachant qu'encore une fois, on parle bien de qualité perçue puisqu'on ne s'est pas doté, de manière raisonnée, d'indicateurs qui pourraient être plus ou moins extérieurs à la perception des professionnels et qu'on a considéré que nous, comme étant des indicateurs de qualité opposables, y compris aux représentations des professionnels. Donc là, on parle bien d'une qualité perçue qui n'est que partiellement corrélée à ce qu'on pourrait, à différentes conceptions qu'on pourrait avoir, aux différentes constructions qu'on pourrait avoir de la qualité, entre guillemets, objectivée, ou en tout cas, différents stades de qualité objectivée de l'accueil des jeunes enfants. Cette petite précaution étant rappelée, pour revenir sur la notion de qualité perçue, donc on avait une question générale qui était au sein de votre établissement, avez-vous le sentiment de faire du bon travail auprès des enfants? Donc sur cette question-là, 44% des répondants ont un sentiment, disent oui, tout à fait, je fais du bon travail. 47% disent faire du assez bon travail. Donc, quand même, ils répondent assez moyen, une petite modération. Et on a enfin une minorité qui sont 7% uniquement qui disent ne pas faire du bon travail d'accueil des jeunes enfants. Donc c'est une minorité. On peut donc dire, on regarde ces chiffres, qu'on a un sentiment de bon travail modéré, ou en tout cas qui est loin d'être unanime au sein des répondants de l'étude. Par contre, sur ces sentiments plus ou moins élevés de faire du bon travail avec les enfants, on n'a pas de corrélation ni avec le type de gestionnaire, ni avec le type d'établissement dans lequel travaillent les professionnels. Par contre, en fonction du poste occupé par les professionnels, les auxiliaires de puériculture, là aussi, se montrent significativement plus pessimistes, c'est-à-dire qu'elles déclarent plus fréquemment ne pas faire tout à fait du bon travail auprès des jeunes enfants que les autres professionnels, y compris l'ensemble agents et assistants de petite enfance. Un autre élément important qui rappelle, donc là c'est parce que qui nous permet de refaire un croisement avec la table ronde de ce matin sur la question du management, c'est que le sentiment de faire du bon travail auprès des enfants est très nettement corrélé avec la disponibilité de la direction, tel que j'ai pu l'évoquer ce matin. Par exemple, donc il passe ce sentiment de faire du bon travail de 36% des professionnels quand la direction est ressentie comme non ou faiblement disponible sur les différentes dimensions, à 50% quand elle est ressentie comme étant très disponible sur les différentes dimensions qu'on avait testées. Donc là, on voit bien que cette question alors c'est une corrélation, là aussi on ne peut pas dire que c'est forcément une causalité, mais en tout cas ça indique bien que les contextes généraux qui impliquent une distance à la direction, ou une relative distance ou hostilité ressentie vis-à-vis de la direction vont très nettement avec un sentiment dégradé de la qualité du travail d'accueil des jeunes enfants. Ça, c'était pour la question générale. Après, on avait une batterie de 12 questions où on interrogeait les professionnels sur la connaissance personnalisée de chaque enfant, le fait de pouvoir respecter le rythme des différents enfants dont elles avaient la responsabilité. Donc, un ensemble de questions qui se rapportaient plutôt à la qualité de l'accueil individuel, c'est comment j'arrive à bien individualiser chacun des enfants dont j'ai la charge. Des questions qui se référaient à la qualité de l'animation du collectif. Est-ce que j'ai le sentiment de pouvoir organiser des activités structurées dans la journée, de pouvoir animer de bonnes relations entre enfants durant l'accueil, etc. Donc ça référait au collectif. Et enfin, une troisième batterie de questions qui se référait à la qualité de l'environnement, proposer un joli environnement coloré, stimulant, un environnement sain, pouvoir organiser des sorties, etc. Donc on a testé aussi le sentiment plus ou moins abouti de qualité du travail sur ces différentes dimensions. Et il apparaît, alors c'est un petit paradoxe pour les professionnels de l'accueil collectif, qui se sentent effectivement plus performants sur la capacité d'individualiser l'accueil des jeunes enfants plutôt que d'animer le collectif d'enfants. On pourrait se dire c'est bien, comme ça ils individualisent bien. Bon, il y a cette petite tension, et qu'est-ce qu'on appelle effectivement de l'accueil collectif? Bon, c'est une petite chose en tout cas qui reste un peu à résoudre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est ce sentiment de qualité de l'animation du collectif d'enfants
est lui aussi corrélé avec la qualité des relations avec la direction. Moins ces relations sont bonnes, moins les professionnels ont le sentiment de pouvoir bien animer un collectif d'enfants. Par contre, la capacité d'individualiser les enfants est indépendante de la qualité des relations avec la direction. Vous me suivez? C'était un peu rapide, hein, mais bon. Non, il y a un truc comme ça qui se passe, vous allez voir. Donc c'est comme si l'individualisation, c'était une sorte de base un peu indépendante de ce qui se joue dans le contexte, là où cette capacité de donner forme, de modeler, d'informer, au sens propre fort du terme, le collectif d'enfants, lui, était vraiment lié à un contexte d'établissement, et notamment avec la qualité de relation avec la direction. Et on observe également, et ça c'est un petit point intéressant, c'est pas dans le rapport, c'est un truc que j'ai fait en plus pour aujourd'hui, c'est cadeau, c'est que l'ancienneté des professionnels, plus les professionnels sont anciens dans leur fonction, les professionnels de terrain, j'entends, plus ils répondent fréquemment, oui, j'ai le sentiment de bien arriver à animer le collectif d'enfants. Et plus ils sont récents, moins ils ont le sentiment d'y parvenir. Par contre, la capacité à individualiser les enfants, elle est indépendante de l'ancienneté. C'est comme si c'est l'expérience sur le terrain qui venait donner ce sentiment, cette pratique peut-être, et aussi cette expérience d'arriver à animer le collectif d'enfants. Donc voici pour ces différents éléments sur la qualité. Maintenant, très rapidement, les effets des labels sur la qualité perçue du travail. Donc là, on observe déjà un effet généraux des labels, qu'ils soient écolo-crèche ou autres labels écologiques ou les autres labels maison. On va dire un état d'esprit positif au travail est d'autant plus fréquemment déclaré par les professionnels qui sont dans un label versus dans un établissement qui n'est pas inscrit dans un label. Donc là, c'est un effet général, mais qui ne spécifie pas les différents labels entre eux sur la question de l'état d'esprit au travail. Par contre, on avait testé donc on avait toute une série de questions sur la qualité d'accueil, mais on a aussi posé des questions sur est-ce que vous avez le sentiment que le label que vous appliquez au sein de votre établissement a amélioré ou détérioré, on avait testé dans les deux sens, améliorer, détériorer, laisser neutre tout un ensemble de dimensions qui peuvent renvoyer tant la reconnaissance du travail par la direction, reconnaissance du travail par ses propres collègues, reconnaissance du travail par les parents. Donc il y a une question de visibilisation du travail et des questions qui rapportaient plus, elles, à la question de l'amélioration des pratiques de travail. Là aussi, amélioration ou détérioration. On avait testé dans les deux sens. Les questions comportaient des items qui allaient dans les deux sens. Encore une fois, on laissait la possibilité aux professionnels de nous déclarer... Attends, je vais y arriver. Il est tard. La possibilité de nous déclarer des détériorations. Mais essayez chez vous, vous allez voir, c'est pas facile. Donc... ceci étant clarifié, un premier résultat s'impose. Les démarches qualité ne semblent pas faire la différence entre elles en termes de reconnaissance du travail, que ce soit par la direction, par les parents ou par les professionnels eux-mêmes. Par contre, on voit une différence se faire entre présence d'un label et pas de label, et label écolo-crèche en l'occurrence, et les autres labels, sur le sentiment d'amélioration des pratiques d'accueil des jeunes enfants. Et là, c'est écolo-crèche qui se distingue nettement. Alors je cite pêle-mêle les différents points sur lesquels il ressort avec des corrélations positives plus nettement marquées que l'ensemble des autres labels, sur l'amélioration de la protection de la santé des enfants, logique, l'amélioration de la qualité de l'environnement, mais également sur les conditions de travail, ainsi que sur la cohérence et la cohésion d'équipe et l'envie de faire des projets. Et aussi l'école-crèche, encore une fois spécifiquement, est corrélé avec le fait de déclarer plus fréquemment une amélioration de l'accueil des enfants sur le respect des rythmes, qualité des jeux des proposés et des interactions entre enfants. Donc là, ce n'est pas tout à fait éclairé, on ne sait pas pourquoi ils sont aussi bons, hein, mais en tout cas, là, ça ressort. Là, vraiment en termes de corrélation stricte, c'est-à-dire que là, on voit bien, école-crèche se distingue donc de l'absence de label, se distingue de l'ensemble des autres labels sur ces points-là, par des corrélations plus marquées de sentiments d'amélioration là-dessus. Ça peut être lié à des contextes d'implantation, mais il n'est pas forcément plutôt positif, parce que c'est des crèches, aussi des établissements plus grands, avec un sentiment de qualité moindre, là où est implanté l'école-crèche préférentiellement dans notre échantillon. Donc là, il semble bien que, là aussi, ce qu'on a pointé à différentes reprises dans la journée, la dimension sociétale et environnementale, même si elle pourrait paraître loin a priori des enfants, parce qu'on est sur de l'environnement, et ben en fait finalement arrive à toucher au cœur d'un sentiment d'amélioration des enfants, pour les professionnels en tout cas dans leur ressenti. Voici, merci. Pardon. Avant de vous présenter une petite vidéo en fait, de Madame Serre, je vais vous présenter en fait, les différents intervenants à la table ronde. Donc Monsieur Vincent Roux, qui doit être à ma gauche, voilà. Monsieur Dumetz, c'est ça? Oui.
du label Étoile, Madame Lubrano de la crèche associative Mille Mouches, et enfin Vincent Vergonne, artiste pour la petite enfance. Merci à tous et on va voir passer une petite vidéo. Oui, c'est ça, oui. Ah, d'accord, pardon. Désolé. Juste pour vous introduire la vidéo de Josette Serre, vous allez voir, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, elle en est désolée. Mais Josette va avoir tout un propos sur la question de la socialisation de l'enfant, depuis son point de vue de chercheuse en neurosciences. Elle va vraiment centrer là-dessus, en réponse, en écho en fait, aux résultats que je vous ai évoqués, c'est-à-dire ce sentiment qu'ont les professionnels d'être plus armés et compétents, ou en tout cas opérants, sur les questions d'individualisation de l'enfant, plutôt que sur tout ce qu'on pourrait rapprocher justement de cette notion de socialisation. Donc voici pourquoi Josette a vraiment centré son propos sur cette question-là. Merci. Merci. Est-ce que la crèche va socialiser les enfants? Beaucoup de parents le pensent et quand ils sont très heureux d'avoir une place en crèche, ils expliquent qu'en effet c'est un choix qu'ils ont fait pour que leur enfant puisse découvrir le monde de la collectivité. Là, il y a un glissement sémantique entre socialité, sociabilité et collectivité qui est vraiment un peu rapide. En effet, on appelle ce genre de conception de l'apprentissage des apprentissages par immersion. Ce qui voudrait dire, par exemple, que si je veux apprendre à nager, je peux sauter tout de suite dans le grand bain où je n'ai pas pied et ça passe ou ça casse, on verra si ça peut m'apprendre quelque chose. Là, en fin de compte, c'est un peu cette représentation. On va mettre l'enfant qui vient de naître depuis quelques mois entouré de plusieurs dizaines d'autres congénères et ça devrait suffire pour qu'ils comprennent ce que veut dire vivre en groupe. La collectivité, c'est la vie en groupe, mais ce qu'on veut mettre derrière ces apprentissages-là chez l'enfant, c'est vraiment l'apprentissage de la communication et non pas du groupe. Le groupe sera sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir apprendre à communiquer, mais on n'a pas besoin d'un groupe pour apprendre à communiquer. Il faut être minimum 2 et donc déjà là, ça peut déjà permettre à l'enfant d'apprendre beaucoup de choses. Il y a aussi une autre conception qui est une représentation qu'on a de l'école et quand on met son enfant le matin à la crèche qu'on vient de rechercher le soir, on est un petit peu aussi comme quand on était à l'école et qu'on allait le matin à l'école et en rentrant le soir à la maison. Donc pour beaucoup de parents, cette journée de crèche, c'est l'antichambre de l'école et en effet, on a déjà des représentations qui sont des préparations à ce que sera la vie de classe et cette notion de groupe. On sait que cette notion de groupe, d'appartenance à un groupe, elle met de nombreuses années à se faire et on va commencer peut-être au CP, à pouvoir concevoir qu'on appartient à l'équipe des Bleus et qu'on va se battre contre l'équipe des Rouges. Mais chez les tout petits, il n'y a absolument pas du tout cette capacité d'appartenance à un groupe. Donc en effet, cette conception de la crèche qui va nous aider à socialiser l'enfant est un peu fausse. Alors, on va essayer de voir ce qui est important pour un enfant. Et en effet, si cette idée que nous allons apprendre à l'enfant à se socialiser, c'est que nous partons du supposé que l'enfant n'est pas social. Et que certainement, ce petit sauvage, on doit lui apprendre qu'il ne sera pas tout seul dans la vie. C'est beaucoup plus, je dirais, optimiste que ça, quand on pense tous les travaux de recherche qui ont été faits et qui ont montré que nos tout-petits, dès la naissance, avaient déjà des compétences à communiquer et à faire partie d'un groupe social qui sont innés. Ça, c'est vraiment aussi des courants de recherche très très intéressants, montrant tout notre héritage, je dirais, Homo sapiens, qui font que, au cours des millénaires, l'évolution de l'espèce humaine s'est faite dans le sens justement du groupe, et que si nous avons survécu à autant de difficultés climatiques ou autres, c'est que nous avons réussi à former par le groupe une entraide, une solidarité, des compétences partagées et ce qu'on appelle de l'empathie, parce que justement on a besoin de se soutenir les uns les autres. Et maintenant nous avons une conception de l'évolution du cerveau de l'homme comme justement une évolution sur la capacité de se mettre en groupe pour survivre. Donc nos tout petits bébés ont hérité de ces compétences-là et on les voit à l'œuvre dès la naissance où ils vont être capables justement d'appeler
leurs donneurs de soins, les parents en l'occurrence, quand ils en ont besoin. Ils vont solliciter les échanges par le regard, ils vont très vite aussi par leurs pleurs nous faire venir à leur côté, par leur sourire nous faire rester avec eux, et ils vont s'inscrire dans un échange permanent parce que cet échange, ils l'auront initié et auront sollicité notre présence. Donc on a bien montré que nos tout-petits avaient des fortes compétences pour pouvoir faire réagir l'entourage humain, et cet entourage humain va utiliser les premiers mois de la vie comme une période absolument épatante pour pouvoir apprendre les rudiments justement des échanges sociaux. Les échanges sociaux, ou autrement dit, la communication va se faire par des face-à-face que papa ou maman vont entretenir avec leurs tout-petits, et on va voir qu'ils vont pouvoir s'échanger par des synchronisations d'expression faciale, ces capacités de prise de tour. On va voir la maman parler au bébé, lui poser des questions, même s'il est tout petit, même à la maternité, et lui laisser aussi quelques secondes pour répondre, et puis de nouveau reprendre la discussion. Et tous ces échanges alternés, bien synchronisés aussi, sont vraiment les briques de départ d'une communication qui sera ensuite justement beaucoup plus élaborée. Là, nous avons un bébé qui apprend la forme avant vraiment de savoir de quoi nous allons parler pour échanger, mais savoir déjà comment les choses doivent se mettre en place. Et puis nos tout-petits, après, quand cette première année passée plutôt dans les face-à-face, donc si le bébé est en crèche, on espère qu'il aura beaucoup d'adultes qui vont lui produire des moments d'échange comme ça un peu individualisés. Mais dès que l'enfant va commencer à marcher, il va pouvoir se déplacer, et là, il y aura des rencontres. Et c'est là où la crèche va être intéressante, parce qu'elle va favoriser des rencontres, et surtout, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle favorise l'envie des rencontres, et que ces rencontres soient à chaque fois, je dirais, des moments de plaisir, où pour l'enfant, on aura une envie, c'est de recommencer. Donc à partir de l'âge de 14 mois, 18 mois, on voit que les enfants sont tout à fait aptes à aller vers les adultes, les autres enfants, et essayer d'échanger avec eux avec les mêmes modes de synchronisation que ce qu'ils ont appris quand ils étaient bébés avec les adultes, c'est-à-dire aller vers l'autre pour lui montrer qu'on peut faire la même chose ensemble. Et c'est l'âge merveilleux des 18 mois où on va avoir des imitations. Les enfants n'ont pas encore le langage, mais vont pouvoir se parler en s'imitant et en faisant la même chose ensemble avec les mêmes objets. Et là, c'est vraiment la première mise en place d'une prise de conscience de l'autre et d'aller vers l'autre pour essayer de comprendre qui il est et ce qu'on peut faire avec lui. Après cette prise de conscience, ça ira très vite et l'enfant va avoir vraiment du plaisir, si on lui a donné l'occasion d'avoir ces rencontres-là, pour pouvoir améliorer de nouveau les moments d'échange avec un autre congénère. Et là, on va voir très très souvent que les enfants vont commencer à faire des jeux d'imitation, mais alternés, c'est-à-dire qu'ils feront un même jeu ensemble où chacun apportera sa contribution. Puis nous aurons petit à petit du langage aussi, qui va commencer à permettre à chacun d'exprimer à l'autre ses propres pensées, mais on est encore loin d'avoir bien compris que quand on pensait quelque chose soi-même, les autres n'avaient peut-être pas les mêmes modes de pensée, et cette période-là, surtout entre 2 et 3 ans, est essentielle pour que les enfants se frottent les uns aux autres et comprennent à chaque fois que ce qu'ils ont exprimé n'était pas toujours très clair. Et ça, c'est absolument très important de le savoir et de laisser les enfants régler leurs affaires entre eux, ne pas en tant qu'adultes intervenir tout de suite pour donner des solutions, parce que la communication, c'est une affaire de réglage. Et donc là, certains enfants vont reprendre un petit peu leur formulation, qu'elle soit verbale ou non verbale, pour essayer de se faire mieux comprendre, pour essayer d'apporter des précisions, et que tout ceci va être vraiment les débuts de la mise en place d'un système
qui sera le système que nous utiliserons toute notre vie et qui est loin d'être absolument parfait, puisque toute notre vie, nous sommes toujours en communication avec des partenaires avec lesquels nous n'avons jamais une certitude d'être compris ou d'être vraiment dans la même longueur d'onde, alors que nos petits, eux, justement, sont dans cette phase où ils sont en train d'apprendre ce qui va se passer. Donc c'est vrai que ce mot de socialisation n'a pas beaucoup de sens parce qu'on se rend compte que nos enfants ont donc les compétences pour aller vers l'autre, mais ces compétences-là, elles doivent être travaillées, elles doivent être vraiment respectées, c'est-à-dire qu'on doit permettre à l'enfant de pouvoir rentrer un maximum de fois en relation avec ses compagnons qui deviendront ses copains peut-être. Et en effet, c'est vraiment à la crèche que tout ce mécanisme va se roder, se mettre en place pour que l'arrivée après en maternelle se fasse avec un mode de communication déjà compris, connu et qui maintenant va simplement se développer dans la précision grâce au langage et grâce à toutes ces nouvelles capacités que la communication verbale va offrir. Alors, je vais donner la parole à Vincent Rouault, qui est responsable du service petite enfance dans la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, au sud-est de la ville de Nantes, et qui va nous expliquer en quoi les projets menés par les structures municipales qui sont labellisées écolo-crèches en fait, contribuent en fait à en tout cas la perception par les salariés Ah, j'aurais fait à le dire, hein, je suis comme Pierre Moissé en fait. Mais non, en fait, le sentiment de faire du bon travail, en fait. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je commencerai par remercier Claire et son équipe qui m'ont sollicité pour venir présenter certains projets. Avant de commencer mon propos, je vais repréciser un peu le contexte. La ville de Saint-Sébastien-sur-Loire collabore avec l'équipe Label Vie depuis 2017. Donc, labellisation des 4 AGE de la collectivité en 2017. On a pu bénéficier de ce qu'on appelle la relabellisation 3 ans après, et 2023 est l'année où nous nous réengageons une 3e fois, voilà, auprès de l'équipe et pour ce projet d'écolo-crèche. Donc ça prouve l'engagement de la ville et en tout cas la confiance qu'on a auprès de nos partenaires pour cette dynamique-là. Alors je vais commencer par dire que je suis un petit peu embêté parce que je voulais vous présenter des projets innovants. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en fait beaucoup de choses ont déjà été présentées par les autres collègues des autres tables. Et à la fois c'est une très bonne nouvelle je trouve parce que ça montre la transversalité des idées et à la fois les idées qu'on va piocher chez les uns chez les autres, ce qui fait dynamique de réseau. Alors je vais plutôt du coup me positionner sur la modalité et comment naissent ces projets. Parce que là, vous avez certaines slides qui apparaissent, qui représentent certains projets portés dans les EAJE de la ville. Mais j'allais dire, la philosophie qui est mise en place dans notre service petite enfance, c'est vraiment de partir du professionnel pour l'enfant. Donc, certes, on est sur la table, on va parler de la qualité d'accueil pour l'enfant, mais je reviens sur la première table ronde qui parlait du management, de l'empowerment. Et c'est vrai que globalement, à Saint-Sébastien-sur-Loire, on veut s'appuyer sur les valeurs, les envies et les sensibilités de chaque professionnel, indépendamment d'un projet d'établissement, d'un projet pédagogique, d'un projet éducatif commun, qui est le cas dans notre collectivité. C'est vraiment de laisser la possibilité à un collègue, 2 collègues, une équipe entière d'expérimenter des choses qui fait suite à certaines observations, à certaines envies pour développer ces pratiques d'accueil du jeune enfant. Ça se base bien sûr sur la créativité. Je cite Marie-Hélène ce matin. La spontanéité et l'émerveillement, on en parlait ce midi, qui m'a touché, en tout cas ce terme-là. L'intérêt, c'est que on fourmille de petites idées en fait à Saint-Sébastien-sur-Loire.
Un collègue va décider, là je vois un Tipeee qui a été mis en place, de la récup pour faire de la décoration, des rondins de bois coupés par le conjoint d'une collègue qui travaille en Syrie, qui a pu en découper, et hop, ça devient un nouvel outil. Donc toutes ces idées-là viennent d'idées individuelles de quelques collègues et vont petit à petit essaimer l'intérêt, suite aux observations des enfants, auprès des autres membres d'une équipe, voire auprès de tout le service petite enfance, toutes les équipes du service petite enfance. Ce qui est assez étonnant, c'est que sans vouloir, on va dire, driver et donner un axe de travail, rapidement, dans nos équipes, on s'est rendu compte qu'il y avait un axe commun dans tous ces projets. On parlait tout à l'heure, alors je ne sais plus qui avait parlé de ça, on étouffe, certains professionnels étouffent, et c'est vrai que, voilà, c'est toujours toi. Et du coup, une logique, c'était de dire de sortir. Donc un axe majeur à Saint-Sébastien-sur-Loire, c'était de dire, on va aller dehors. Une de mes collègues me disait, je ne pense pas que l'humain il soit fait pour être enfermé dans une boîte là avec 4... Et c'est vrai que les crèches, c'est un petit peu défini comme ça. On parlait du référentiel bâtimentaire, mais c'est vrai que l'idée, c'est de donner plein de normes en termes de boîte. Mais en fait, le meilleur espace pour respirer, c'est d'être au contact de la nature, c'est d'aller dehors. Alors certes, on a des structures qui ont toutes des jardins plutôt intéressants, bien dimensionnés, qui permettent pas mal de choses. Mais ça suffit peut-être pas. Donc un des premiers axes qui a été fait et qui est en place depuis un certain temps, c'est d'investir plus précisément et plus longuement dans la journée les espaces extérieurs. Donc vous voyez là, il y a des expérimentations qui sont mises en place. Hein. C'est pas dans toutes les structures, mais c'est des choses qui commencent à se développer. On va avoir des petits qui vont bien mieux dormir dans leur hamac sous un arbre. On voit pas, mais il y a une belle canopée, un bel arbre au-dessus. À l'ombre, rafraîchi, parce que là on était l'été, il faisait assez chaud, et à côté, il y a le petit copain là qui a besoin de dormir. Et dans une autre structure, parce que l'espace est différent, parce que l'organisation de la journée est différente, on va retrouver quand même ces modalités-là qui peuvent éventuellement se développer. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'à Saint-Sébastien-sur-Loire, l'espace extérieur est devenu une deuxième pièce de vie. On y mange, on y dort. Dans certains multi-accueils, quasiment toute la journée. Donc je fais du lien avec le projet de la ville de Lyon, mais il y a une structure qui expérimente vivre dehors toute la journée. Là, on voit que même les enfants prennent, alors je vois, ouais, c'est une activité. Non, ils prennent leur goûter peut-être, j'ai du mal à voir, sur la palette, comme ça, quelque chose de naturel. Et dans un autre multi-accueil, en parallèle, on va utiliser la canopée des arbres, on va y aller vraiment régulièrement. Ça, c'est sortir dans son jardin. Mais ça ne suffisait pas pour beaucoup de membres de l'équipe. Donc on a eu aussi un projet d'aller dehors, d'aller visiter son espace. Quand je suis arrivé en 2019 à la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, il y avait déjà un projet porté par Écolo-Crèche, par rapport à l'accompagnement qu'on a, qui s'appelait Promenons-nous, 3 petits points. Et l'idée, c'était d'aller découvrir tous les espaces qu'il y a dans notre territoire, que ce soit les espaces naturels. On a la chance d'avoir, on est en bord de Loire, on a des îles protégées avec l'éco-pâturage, avec des arbres, avec très peu de bitume et de goudron. Et du coup, on a aussi, via ce projet-là, Promenons-nous, c'était aussi l'occasion d'aller au marché. On en parlait récemment. Mais c'était quelque chose qui était porté avec vraiment une légitimité à le faire. C'est-à-dire que du fait que c'était inscrit, que ça faisait partie du projet Écolo-Crèche, projet porté politiquement par nos élus et projet regroupant toutes les structures, ça permettait de légitimer, et ça permet toujours dans d'autres projets, de légitimer le fait on va tout faire aujourd'hui, si on le peut, si on en a les moyens, et on va se donner les moyens de pouvoir s'extirper de cet espace et de pouvoir aller à l'extérieur. Rapidement, vous l'apercevez en bas à gauche en photo, la ville s'est dotée d'un vélobus, donc un gros triporteur cargo, qui sert à la fois pour les familles d'enfants allant à l'école, parce que c'était le projet initial, de pouvoir éviter de prendre sa voiture pour aller déposer les enfants aux écoles.
Et le service petite enfance s'est saisi de cet outil-là pour justement faciliter ce déplacement et aller rayonner plus aisément, de façon plus agréable, de façon plus ludique dans les différents lieux de la ville. Donc aujourd'hui, très régulièrement, on a un vélobus. Il est utilisé, on ne va pas dire tous les jours, mais très régulièrement par tous les multi-accueils de façon partagée. Et il permet d'aller loin de ces boîtes closes, là, de ces multi-accueils quand c'est possible. Et c'est vraiment un projet qui a été proposé aux équipes et dont les équipes se sont saisies très rapidement. Au départ, très interrogatif sur ce projet-là. Oh là là, c'est dangereux. Moi, je ne sais pas pédaler. C'est très compliqué. On a fait des formations pour les équipes très rapidement. Hein, donc, on a à peu près 80-85% de nos agents, c'était pas obligatoire, de nos agents petite enfance qui ont suivi la formation interne. Eh ben, les collègues ont pu tester, ont pu dédramatiser l'objet, voir l'intérêt qu'il en était, et du coup, pouvoir l'utiliser pour vraiment faire autre chose de sa journée. Sortir du quotidien, sortir éventuellement du morose, sortir du bruit, sortir de la routine. Et les retours qu'on en a sont extrêmement positifs. Les collègues qui avaient un petit peu peur, éventuellement restent avec les enfants, dans la caisse avec les enfants, et les collègues un petit peu plus sportifs, un peu plus moteurs, on va dire, accompagnent tout le monde. Mais l'objet, c'est vraiment pas de pédaler, de faire ça, ni d'aller dans l'espace, c'est vraiment de passer un moment avec les enfants, un moment un peu hors habitude, et de pouvoir profiter de ça. Je suis le premier étonné que ça a pris cette ampleur, parce que je ne pensais pas que ce serait faisable, facile à faire, de pouvoir sortir. Mais aujourd'hui, le vélo, il sort plusieurs fois par semaine avec des enfants petite enfance. Et ça, c'est une bonne chose. Il nous reste peu de temps. Je sais que vous avez un autre projet qui s'appelle Dans le Noir. Exactement. Si vous avez peut-être en une minute. Ça tombe bien, j'allais y arriver. Merci de faire le maître du temps. Un nouveau projet, ou en tout cas un projet qui a été expérimenté il y a peu de temps et qui lui aussi est sorti d'échanges informels entre collègues et qui se sont dit « c'est vrai que c'est pas mal ». C'est d'accompagner, et notamment l'hiver, rester connecté avec la nature. Donc le point de départ, c'était de se dire est-ce que ça a du sens que quand les enfants arrivent dans le multi-accueil, on ait ces éclairages pleine balle, si je peux me permettre, qui viennent éblouir tout le monde alors qu'on est au tout début de la journée, qui pose problème. Et du coup, on est en hiver, on va avoir un éclairage toute la journée parce qu'il fait nuit le matin en arrivant et il va faire nuire ce soir quand les enfants sont partis. Donc il y a des collègues qui se sont dit mais et si on éteignait et qu'on jouait avec ce noir, donc à la fois aller dehors, aller dedans. Donc ce projet-là, il a encore plus de sens l'hiver parce que c'est plus flagrant. Un multi-accueil de la ville a éteint toutes les lumières, donc les familles arrivent, cherchent. On a gardé quelques... Alors on doit l'avoir dans des slides, Isabelle, si... Tu l'as pas? Bon, tant pis. On a gardé quelques petits éclairages pour formaliser les espaces, montrer qu'on n'est pas fermé, déjà, ça c'est une bonne chose. Et du coup, oui, parce que l'expérimentation, au départ, les familles pensaient qu'on avait un problème technique. Hein. On était en avance sur les problématiques de cet hiver, parce que c'était l'hiver dernier. Et du coup, cet hiver, c'est beaucoup plus simple, on n'a pas peur. Et du coup, quelques petites LED. Et surtout, on a équipé les enfants avec des petites lampes torches en sollicitant les familles. Est-ce que vous auriez des lampes torches? Est-ce que vous auriez des outils, des choses phosphorescentes, des petits objets divers et variés? Et on s'est rendu compte que les enfants se sont investis là-dedans, ont vraiment joué avec l'éclairage. Ils se sont éclairés leur corps, voir ce que ça donnait. Ils se sont éclairés les uns les autres. Donc eux ont continué à développer ce projet. Et je pense que ce projet-là, quand il a été transmis aux autres équipes des autres multi-accueils, on a senti quand même l'intérêt, le questionnement des autres équipes. Ce ne sera pas la même chose qui sera fait dans les autres multi-accueils, mais cette possibilité de faire un peu du hors cadre, du inhabituel, et qui est à la fois culturel, à la fois éducatif, à la fois juste de l'émerveillement. Et voilà, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu sélectionner ces photos-là, mais voilà ce que je voulais vous transmettre. Juste une chose avant de finir. C'est la dernière, Oui, c'est la dernière.
on disait que la labellisation, c'était la légitimité, en tout cas c'était ce qui éventuellement permettait l'innovation, ces choses-là. Sans le label vie et cette innovation écolo-crèche, on aurait peut-être plus de mal à se dire on peut se permettre d'avoir moins d'enfants éventuellement à un certain moment sur une journée pour permettre de partir en vélobus, pour avoir le taux d'encadrement nécessaire qui reste au niveau du multi-accueil. Ça aide, cet accompagnement-là. Moi aussi, par rapport à nos problématiques de recrutement sur les structures, sachez que les projets moi je le vois, qui sont menés à Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est une valeur ajoutée quand on se retrouve face à des professionnels qu'on rencontre en jury, parce qu'aujourd'hui les professionnels, ils viennent pas uniquement pour avoir un CDI, pour avoir un travail monotone avec des actions, ils viennent chercher du sens, ils viennent chercher la valeur ajoutée. Et je pense que ça participe énormément au fait qu'aujourd'hui, à Saint-Sébastien-sur-Loire, en tout cas, on n'est pas trop touché par ces problématiques de recrutement, alors qu'on est sur une métropole qui a des difficultés, globalement. Et ma question, je vous laisserai avec une question, c'est quels moyens on peut donner aux gestionnaires, parce que là j'ai une volonté politique de la part de la ville de Saint-Sébastien et des élus de la ville de dire ok, on y va, on s'engage avec Holocrèche, éventuellement on a un taux d'encadrement plus supérieur. Mais quels moyens on donne aux gestionnaires aujourd'hui pour permettre cette qualité d'accueil? Voilà. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Michael Dumetz, qui est vice-président de l'association Mosaïque, donc toujours un département littoral, celui de la Somme, un peu plus au nord, qui est à l'origine d'un label qui s'appelle Étoile Somme, c'est ça? Label Étoile. Tout d'abord, je voulais juste dire, j'écoute mon collègue qui est juste à côté de moi, je le vois avec les yeux qui pétillent quand il est en train d'échanger sur ce qu'il fait, et je me dis quand même si des fois c'est un peu pénible, je trouve que c'est formidable de travailler dans la petite enfance. Voilà, c'était juste ça. Et donc moi je m'appelle Michael Dumet, je suis vice-président d'un collectif associatif qui s'appelle Mosaïque d'enfance. Donc c'est un collectif qui a été créé en 2009 maintenant. Moi j'en faisais pas partie à cette époque-là. Et le collectif il a été créé parce qu'on a des spécificités quand on est crèche associative, à savoir déjà lutter pour que le budget soit équilibré chaque année. Et puis aussi on peut rencontrer des fois des difficultés, c'est celle de l'isolement. Voilà. Donc l'une des premières choses qui a été faite dans la création de l'association, c'est de se dire comment, à un moment, ensemble, on va mettre ensemble des moyens, se retrouver en termes de synergie, créer aussi des temps de formation intercrèche, parce que quand on prend un budget individuel en fait sur une asso, il est totalement ridicule et on peut pas faire partir en fait une équipe complète sur la formation. Quand on est sur les dispositifs intercrèche, ça nous permet vraiment d'être sur un autre niveau d'intervention. Et puis comme on est toujours aussi sur une actualité avec de la législation qui bouge, avec des informations qui bougent, l'idée c'était aussi de se partager des informations entre collègues. Au bout de quelques années de fonctionnement, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on passe à une autre ambition, qui était celle finalement de créer une charte de qualité. Voilà. Donc on a l'habitude dans le département, et je les salue, même s'ils sont pas là physiquement présents dans le département de la Somme, on travaille très très bien en fait avec la CAF, et ils sont toujours finalement à la recherche de porteurs de projets, de gens qui ont envie de faire des choses un petit peu innovantes. Donc on a été taper à leur porte et on leur a proposé de mettre en place un dispositif. Ce dispositif qui s'appelle effectivement Label Étoile, voilà, EAJE. C'est donc maintenant une charte qui est devenue départementale et sur lequel toutes les crèches du département de la Somme peuvent postuler. Alors bien évidemment, on est sur une démarche qui est volontaire, parce que sinon ça n'aurait aucun sens pour nous. On tient absolument à ce qu'on n'apparaisse pas comme quelque chose qui est du domaine du contrôle, mais bien quelque chose qui vient accompagner. Donc dans la question de pourquoi à un moment on a voulu cette charte de qualité, parce qu'on constatait deux choses majeures: l'isolement des structures, le manque de recul des structures aussi, qui n'avaient pas d'interlocuteurs privilégiés. Parfois quand on est dans une crèche, dans une commune, bon là on a vu autour de la table pas mal d'élus qui étaient des initiés de la petite enfance, mais finalement c'est quand même quelque chose qui est assez rare.
Donc quand on est en direction d'une crèche et qu'on n'a pas d'interlocuteur et qu'on discute avec un élu en fait qui ne comprend pas vraiment quel est notre métier, parfois on a un peu de difficulté à faire avancer aussi qualitativement l'accueil qu'on a dans chacune de nos structures. Donc ça, c'est ce qu'on avait constaté sur le terrain. Et puis aussi de la souffrance de personnel parce qu'on était face à des politiques des fois managériales pas du tout adaptées. Voilà. Donc ça nous a interpellés. On s'est dit on peut pas finalement rester que dans cet entre-nous d'associations, et on a eu envie de créer ce dispositif. Donc comment on s'y est pris pour faire ça? D'abord, on a cherché des textes de référence et on s'est tourné vers le Québec. En fait, d'ailleurs, c'est un document que je vous invite à regarder parce qu'il est vraiment super bien fait. C'est un document qui traite en fait des services de garde éducatifs à l'enfance au Québec, voilà, qui détaille toutes les exigences qu'on peut retrouver dans une qualité d'accueil. Ça nous a forcément éclairé beaucoup avec les collègues. Et puis, forcément, la Charte nationale d'accueil du jeune enfant, bien évidemment. Ensuite, on a cherché du recul et de l'expertise. Donc, on a été chercher des experts, tout simplement. Et on s'est adressé donc à 3 personnes. Pierre qui est là, ici présent, donc Pierre Moisset, Josette Serre, qui était présente ici, et Anne-Marie Fontaine, que je ne présente pas, parce que je pense que quand on travaille dans la petite enfance, on connaît tous Anne-Marie Fontaine. Et on a donc constitué un comité de pilotage auquel on a, enfin un comité d'experts plutôt, auquel on a proposé les outils qu'on avait réfléchis, qui sont donc sous une forme de questionnaire, avec une cotation alors je vais pas rentrer tout dans le détail parce que sinon, d'abord, je vais vous endormir, et 2, on n'a pas le temps. Donc, on est sur une cotation, grosso modo, quelque chose de graduel. On a essayé d'éviter quelque chose de très binaire en disant j'ai la compétence ou j'ai pas la compétence, oui je suis bon, oui je suis pas bon. Voilà. On est plutôt parti sur quelque chose qui était plutôt graduel parce que ça nous semblait être beaucoup plus positif comme démarche. Voilà. Donc faut que je m'y retrouve, attendez. Et donc ensuite on a aussi, et ça c'était important pour nous, on a testé ce questionnaire auprès de différentes crèches qu'on a appelé crèche test. Ça c'est pour pour la blague. C'est un beau jeu de mots. Il faut des blagues en fin de journée parce que j'ai senti qu'en termes de dynamique c'était important. Ce qui nous a permis de revoir la cotation, de reformuler certaines questions qui pouvaient paraître un petit peu floues. Et puis on a comme ça avancé notre outil. Notre outil à l'heure actuelle, il est composé donc d'un guide qui permet de reprendre les items de chacune des questions et de les éclairer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend dans cet item-là en termes de démarche qualité. Une fois qu'on postule à la charte, en fait, on reçoit les différents outils, le guide d'auto-évaluation et la grille de cotation. À partir de là, en fait, on va avoir un travail qui est exigé, c'est dans la démarche en fait qu'on demande aux structures, c'est que le travail se fasse en équipe. Donc, ce qu'on ne voulait pas, en fait, c'est qu'on soit sur des directions qui évaluent uniquement la qualité d'accueil. On voulait vraiment que les outils soient transversaux, que ça fasse un véritable temps de travail, finalement, peut-être la mise en place d'une photographie de sa structure, mais avec son équipe. Et donc, ce qu'on peut peut-être constater par rapport à ce qu'on a mis en place là, c'est que en fait les retours qu'on a des équipes, c'est que déjà ça leur fait du bien. Alors c'est un peu étrange parce que finalement des fois les contrôles et l'évaluation ça fait pas toujours du bien, mais là finalement ce qu'on s'aperçoit c'est que dans beaucoup de temps qu'on mène avec nos équipes sur l'évaluation, on passe beaucoup de temps sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut paraître logique. Et donc, le fait, à un moment, qu'un questionnaire revienne poser l'ensemble des questions, y compris de ce qui fonctionne, en fait, ça remet aussi les équipes dans la réalité de du bien fondé de leur action. Et puis, voilà, ça les valorise aussi dans ce qu'elles sont en train de faire. Donc ça, c'était vraiment un des retours qu'on avait. Et puis, on remet aussi des équipes dans une dynamique d'objectifs. Voilà, parce que parfois, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu ce matin, parfois on se perd un petit peu dans cette routine quotidienne, et le fait qu'à un moment on soit repris dans une démarche d'objectif en disant ben voilà, même si c'est tout bête, je suis sur une cotation de 2, je vais essayer d'aller à une cotation de 3 ou 4,
Ne serait-ce que ça permet voilà, de redynamiser des équipes. À l'heure actuelle, notre bilan, c'est qu'on est donc sur 10 crèches qui sont labellisées. On a commencé la mise en place du dispositif en 2022. On a donc 10 crèches qui sont validées à l'heure actuelle. On a un comité de pilotage sur lequel on a réussi à associer la CAF, le département au travers de son service PMI, l'Association des maires de France, j'en oublie peut-être, la MSA, je ne sais plus. J'oublie du monde, je fais un appel à mes collègues, mais ils vont pas pouvoir m'aider, mais c'est pas grave. Ils me soutiennent du regard, c'est déjà pas mal. Voilà, donc en fait, vraiment, on a essayé d'associer l'ensemble des acteurs du département à cette charte de qualité. La seule chose qu'on regrette, c'est qu'effectivement la ville principale de notre département n'adhère pas à la... Peut-être un jour ça viendra. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Si, hyper important, la démarche par rapport à la question de la labellisation n'aurait aucun sens pour nous, en tout cas, en tant que collectif Mosaïque d'enfance, si elle n'était pas intégrée en fait dans un autre dispositif plus global qui reprend. Parce que quand à un moment on vient dans une structure et qu'on fait état de ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne, si on revient que dans 3 ans, c'est-à-dire le temps de labellisation, on dit alors vous en êtes où? Nous, on a l'impression qu'on loupe quelque chose. Donc en parallèle, on met en place des temps d'échange de pratiques. Donc pas de l'analyse de pratique, hein, d'accord, j'insiste bien, on est bien sur de l'échange de pratiques. On va creuser une thématique particulière, on va prendre un axe particulier sur lequel on va travailler ensemble ou apporter de la doc, voilà. Des temps de formation accessibles à toutes les crèches du département, une bibliothèque gratuite, accessible aussi à toutes les crèches du département, et enfin un colloque qui à l'heure actuelle regroupe à peu près 350 personnes, qui est vraiment dédié à la petite enfance et qui devient maintenant, et on en est assez fiers, un rendez-vous annuel que tous les professionnels du département connaissent. Voilà. Et sans l'ensemble en fait de ce schéma, je pense que toutes les histoires de labels n'ont peut-être pas un vrai sens. Et tant qu'on n'est pas dans quelque chose qui reste dynamique et qui ne s'arrête pas finalement à la labellisation ou à la validation de la structure en termes de qualité à l'instant T, je pense qu'on y perdrait un peu de sens. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Je vais maintenant passer la parole à Stéphanie Lubrano, donc directrice de Mille-Mouches, la crèche associative située à Bray-sur-Seine, en Seine-et-Marne, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors moi, je représente le multi-accueil Mille-Mouches qui se situe à Bray-sur-Seine, dans le sud de Seine-et-Marne. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir avoir cet échange. Et puis, je pense que vraiment, c'est les échanges d'expériences qui vont nous faire tous grandir. Du coup, ce genre de rassemblement me semble vraiment extrêmement propice à ça. Alors, au sein de notre multi-accueil, on accueille 32 enfants de 4 mois jusqu'à 3 ans et demi. L'équipe se sent fortement impliquée et je pense vraiment à le sentiment de faire du bon travail parce qu'au quotidien, le fait d'être labellisé Écolo Crèche, ça a été le fil conducteur de tout notre travail d'équipe. Le projet pédagogique, il est centré sur cette démarche en fait. Il y a une charte qui nous attache avec des valeurs qui sont fortes. Et ces valeurs, elles sont au quotidien à la liberté en fait de chaque professionnel. On parle vraiment de la puissance que chaque professionnel a en soi pour le mettre au service du collectif. On parle vraiment de la responsabilité individuelle de chacun pour mettre en œuvre un espace propice pour l'accueil des enfants. Tout à l'heure, on parlait du côté individuel de l'accueil des enfants et le côté collectif. L'un ne va pas forcément sans l'autre. Et selon l'inspiration des professionnels, on se base là-dessus. Là, sur quelques images qu'on peut voir, on voit autant de l'aménagement de l'espace créé par les professionnels que de l'aménagement de l'espace intérieur, extérieur, des envies d'atelier avec les enfants, des choses extérieures. Alors, il y a aussi cet impact sur la qualité de vie, puisqu'on a la chance d'avoir 800 mètres carrés d'extérieur. On est en pleine campagne, donc pour le coup, on valorise la ruralité en ayant 500 mètres carrés d'intérieur pour 32 enfants, et puis 100 mètres carrés d'extérieur avec un grand potager pédagogique.
Donc là, c'est la vraie volonté aussi liée à la force de l'association, puisqu'une structure associative, c'est aussi des valeurs un petit peu qui peuvent être différentes selon certains autres gestionnaires. Et on met en avant cette qualité de vivre parce qu'on a nos propres légumes, alors avec les plantations qu'on fait avec les enfants. Ça va bien au-delà parce qu'on y implique les familles. Depuis quelques mois, on a eu la labellisation aussi d'être une maison des 1000 premiers jours, ce qui est une vraie opportunité et qui met davantage en avant toutes les actions qu'on mettait en place dans le multi-accueil. Là, ça va bien au-delà avec ce concept de labellisation des maisons des 1000 premiers jours. Ça veut dire qu'on a un lieu ressource pour les familles et tout ce qui s'y passe dans notre lieu d'accueil, dans cette maison des 1000 premiers jours, se refait sans aucune difficulté à la maison. Donc on a un lieu ressource pour les parents, pour les tout-petits, et l'idée c'est qu'on favorise la vie quotidienne de ces familles, de ces enfants. Et les professionnels ont ce sentiment de faire du bon travail parce qu'ils le font réellement, ils voient au quotidien l'impact pour les tout-petits. Et on voit les enfants qui s'amusent à créer leurs propres matériaux de jeu, leurs propres premières expériences, que du bonheur de patouiller pour les enfants, mais aussi pour les professionnels. C'est vraiment les professionnels qui, en apportant en fait leur savoir-faire, leur dynamisme, vont créer en fait cette envie d'être dans un lieu qui fédère et qui donne envie d'aller un peu plus loin. Du coup, chacun des professionnels met en avant ses talents et en cultive d'autres un petit peu plus chaque jour. Chacun va au plus profond de lui-même pour finalement donner une énergie à l'ensemble du lieu qui est crescendo. On va de plus en plus loin finalement dans les projets et on se rend bien compte qu'il n'y a aucune limite. Là, dernièrement, on a été au-delà de la France. On a créé un jumelage franco-portugais parce qu'on avait envie de diffuser nos valeurs et du coup, on en est allé. Ça, c'était aussi une idée de certaines familles et certains pros. Du coup, on en est allé au-delà de nos frontières. On n'avait pas envie de se limiter. Là, on voit, par exemple, sur ces quelques images au moment du mois de décembre, la création d'une cabane à livres qui distribue des livres aux enfants. Des idées avec de la récup, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment la base de tous les projets qui sont mis en avant. C'est avec pas grand-chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Et avec la nature, comment on met en avant un meilleur cadre de vie, comment on est acteur d'une meilleure santé pour les enfants, mais aussi des professionnels. Et du coup, les circuits courts, on les applique aussi à nous-mêmes en tant qu'équipe et en tant que professionnels, parce qu'on y gagne les uns les autres aussi dans notre qualité de vie de famille, parce qu'en habitant pas très loin de notre lieu de travail, on a aussi du temps pour profiter de ce qui est à côté du travail. Et du coup, des professionnels qui sont aussi mieux dans leur environnement personnel, mais aussi professionnel, font passer des meilleures journées aux enfants. Et en se sentant reconnus pour ce qu'on fait, le fait d'être labellisé, ça nous a permis d'avoir vraiment ce fil conducteur et c'est un côté vraiment boostant pour les équipes. Et ce côté individuel qui fait gagner au collectif permet vraiment des moments de partage et de solidarité, vraiment ce côté social qui se met en avant. Et du coup, c'est vraiment là l'accomplissement du développement durable et c'est en permanence cette recherche en fait entre le côté social, le côté nature, le côté économique, c'est mettre en avant des systèmes vertueux et une vraie boule de neige virtueuse qui se met en place. Et là, c'est vraiment l'implication des professionnels à la base qui vont permettre cette réussite et ce dynamisme et qui fait vraiment, là on le voit depuis quelques années, on a été labellisé à notre ouverture en 2020, donc c'est récent. L'association, elle existe depuis 1985, c'est moins récent, avec toujours ces mêmes valeurs, mais le fait d'avoir pu être labellisé, ça nous a fait vraiment monter de niveau, avec reconnaître ce qui se pratique, valoriser les pratiques. Et quand on valorise les pratiques des professionnels, tout d'un coup, on voit le sens à ce qu'on fait, on est reconnu pour ce qu'on fait, et du coup, on a toujours plus d'envie. Et on se donne d'autres croyances. Au lieu d'avoir des croyances limitantes qui nous bloquent, finalement, on s'ouvre et on se permet des choses, et on se rend compte que il ne faut pas des choses extraordinaires pour mettre en avant du bien-être dans les structures. Tant que les professionnels, les familles, les enfants, l'environnement est présent et vecteur d'ondes positives, j'ai envie de dire, ça se multiplie en fait. Et ces ondes positives, elles se multiplient tellement qu'après, on voit les enfants qui sont heureux d'être là, mais des parents qui prennent plaisir à rester aussi dans nos locaux, qui prennent plaisir à assister aux différents ateliers qu'on peut mettre en place, qui sont acteurs dans notre potager, qui sont partie prenante, qui sont présents quand on
propose des ateliers spectacles, des temps d'histoire, des temps de jeu où on crée les propres outils de jeu avec ce qu'on retrouverait dans notre cuisine par exemple, ou quand au détour d'une promenade on ramasse quelques bouts de bois. On est vraiment dans un système vertueux, mais effectivement pour ça je pense qu'il y a, comme ça a pu être dit tout à l'heure, il y a cette question aussi à un moment donné financière. Comment pouvoir continuer à mettre en avant notre différence quelque part et cette qualité, parce qu'on est vraiment dans un système aussi vertueux avec des vraies exigences. Et on n'est pas dans un travail approximatif, on fait de la garde d'enfants, ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment de l'accompagnement pour construire ces petits êtres en devenir, et qu'on a vraiment envie d'être acteur d'une société qui soit celle qui nous représente, la meilleure des sociétés. Et du coup, effectivement, ce niveau d'exigence financière, il n'est pas forcément simple de le faire reconnaître par certains de nos interlocuteurs, en particulier parfois les plus proches localement, ce qui peut sembler être une aberration, parce que lorsque ce qu'on met en avant fait preuve vraiment de choses riches pour les familles et pour les enfants, des vrais services sur les territoires, qu'on soit du coup une structure privée ou associative. Nous, en tant qu'association, on est privé, mais je pense qu'on a vraiment un vrai intérêt public. Et c'est vrai que la reconnaissance de tous nos partenaires, y compris les plus proches, dans les intercommunalités en particulier, je pense que c'est un vrai combat aussi au quotidien pour mener à bien tout ça. C'est des vraies volontés humaines, et les professionnels sont vraiment très très partie prenante dans ce combat au quotidien pour mettre en avant des belles pratiques. Et du coup, maintenant, on a besoin d'un accompagnement financier à long terme, peut-être pour que ça puisse perdurer. Merci beaucoup. Alors, nous allons conclure la table ronde par l'intervention de Vincent Vergonne, qui est artiste pour la petite enfance, plasticien et metteur en scène, et ce qui permet de faire le lien aussi avec un autre protocole que l'on a qui, pour l'éveil artistique et culturel du jeune enfant, avec le ministère de la Culture, dont on a fêté les 5 ans l'année dernière, et qui n'est pas donné de lien en fait avec les questions de développement durable et de qualité de vie au travail. Donc je laisse la parole. Merci. Bonjour. Alors, je crois qu'on va pouvoir voir quelques images. Alors je vais juste me présenter. Donc je travaille avec la petite enfance depuis une trentaine d'années, et depuis 10-15 ans maintenant, je me suis plus spécialisé sur la question de qu'est-ce que serait une culture écologique, on pourrait dire, comment aborder la culture d'un point de vue écologique avec les enfants. Donc j'ai monté des jardins dédiés à l'émerveillement, et puis un travail d'accompagnement artistique en forêt également, enfin d'accueil artistique en forêt, et puis des interventions avec toute une équipe d'artistes aussi dans les crèches. Alors là, on va voir quelques images de quelque chose qui s'est passé, puisque pour répondre au sujet de cette journée, des choses qui sont passées plus spécifiquement dans les crèches, et là c'est un travail sur la terre. Alors, comme il y a souvent des quiproquos sur ce que c'est qu'une pratique artistique dans une crèche, je voudrais préciser que moi, il y a deux choses que j'essaie de ne pas faire. C'est d'une part ne pas faire de spectacle, et d'autre part ne pas faire d'atelier. Je fais quelque chose qui est vraiment entre les deux, on pourrait dire, hein. C'est-à-dire qu'on partage un moment de vie avec des enfants et avec des équipes. J'étais très content d'entendre le terme d'empowerment tout à l'heure. Je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est un sujet qui est très très important pour moi. Je crois que l'écoféminisme, c'est vraiment un phare pour les générations à venir. Et en fait, nous, en tant qu'artistes, on ne peut pas venir pour prendre la parole à la place des autres, surtout pas, ni pour faire des choses aux autres. Mais moi, je dirais, je ne sais plus si j'ai entendu le terme de contagion, mais il me semble, en fait, la joie, c'est quelque chose qui se communique directement. On n'a pas besoin de faire des grandes écoles pour ça, savoir comment est-ce que les enfants sont heureux, sont pas heureux. Quand il y a une ambiance de bonheur dans une crèche, ça se sent tout de suite. Et nous, on vient pour ça aussi d'une certaine manière. Alors,
on travaille beaucoup sur la question de l'émerveillement. Alors, ce serait très long à développer, mais c'est quelque chose de très concret. Là, ce qu'on voit dans cette crèche, c'est une crèche, d'abord, enfin, moi j'ai envie de le dire, parce qu'il y a des gens aussi du département qui sont ici. C'est une crèche où il y avait beaucoup de joie et qui sont dues aussi souvent à une équipe, puisque je sais que c'est un peu le sujet de votre journée aujourd'hui. Quand on pousse la porte d'une crèche et quand on vient de l'extérieur, on voit tout de suite que des fois il y a des crèches qui sont en souffrance. Et puis des fois il y a des crèches qui ne sont pas du tout en souffrance, où on est accueilli avec le sourire, on sent qu'il y a une belle communion en fait entre les équipes. Et là, en l'occurrence, c'est une crèche Aimé Césaire, où il y avait une magnifique directrice de crèche qui arrivait à faire circuler la confiance et la joie de vivre ensemble. Nous, on est venus dans cette crèche pour faire un projet qui s'appelle Terre. Évidemment, ce n'est pas anodin aujourd'hui. C'est un projet qui s'est beaucoup développé maintenant, qu'on fait avec les personnes âgées dans les EHPAD et avec les bébés. On essaie de faire lier les personnes âgées et les bébés. Et c'est un travail sur le toucher. Comment on aborde la question du toucher avec les enfants et avec les équipes. Ce n'est pas un sujet évident dans une civilisation qui est tellement refermée sur elle-même. Et c'est aussi, c'est vrai que quand on est dans une pratique artistique, on vient un peu pour foutre un peu le bordel, quoi. C'est-à-dire remettre en question les stéréotypes, ce qu'on a l'habitude, qu'est-ce que c'est que le propre, le sale, etc. Qu'est-ce que c'est que la liberté, pour essayer d'ouvrir des fenêtres. Et là, c'est tout un travail sur justement comment ça marche, les relations de toucher avec les équipes. Quelque chose qui est vital. À la fois, évidemment, on le sait tous et toutes ici avec les enfants, mais qui est encore plus vital, je dirais, pour les personnes très âgées, où le fait de pouvoir être à nouveau touché sur leur peau, mais aussi touché par des enfants, ça rend vivant. Moi, j'avais envie de creuser un petit peu sur cette question de qu'est-ce que ça fait les pratiques artistiques dans une crèche. En fait, pour moi, l'art, c'est d'abord des formes de langage. C'est des formes de langage qui nous permettent de nous comprendre ensemble, mais de nous comprendre intimement, mais aussi de comprendre des non-humains. Comprendre une ponette, par exemple, qui vient avec nous en forêt. Comprendre les insectes, comprendre les arbres, etc. Mais c'est aussi une manière de se comprendre soi-même aussi en retour. Et l'objet de notre travail aujourd'hui, c'est vraiment lutter contre ce qu'on appelle l'extinction de l'expérience de nature. On le sait, depuis en une génération ou deux générations, la nature est sortie de nos vies quotidiennes. Et elle sort de plus en plus. On est dans des environnements qui sont de plus en plus... J'ai beaucoup entendu le terme de boîte. Effectivement, on vit dans des boîtes, c'est-à-dire que l'enfant, même dans la campagne, il habite dans une boîte qui est sa chambre, il va passer dans une autre boîte qui va être la cuisine, etc. Il va aller dans une autre boîte qui est la voiture, il va aller dans une autre boîte qui est le supermarché, il va aller dans une autre boîte qui est la crèche. Et en fait, il va passer de boîte en boîte, mais la faculté, le droit d'aller réellement dans des espaces verts, monter aux arbres, se baigner dans la rivière, suivre son intuition, c'est pas si facile que ça. Donc en fait, tout mon travail ces dernières années, c'est retravailler sur justement comment on renature la vie des enfants. Mais en fait, se réconcilier avec la nature et refaire rentrer la nature dans notre vie quotidienne, c'est aussi et surtout, et je dirais c'est la même chose, c'est se réconcilier avec soi-même. Parce que l'extinction de l'expérience de nature, c'est aussi une extinction de l'expérience de soi-même, un appauvrissement de l'expérience de soi-même. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on est dans une société qui nous éloigne de plus en plus de la nature, mais en fait, cette société, on ne se rend pas compte, mais nous sommes dans un processus très vaste qui concerne les crèches, mais pas seulement les crèches, qui concerne l'ensemble de nos vies. De nos vies professionnelles, de nos vies quotidiennes, qui est la mécanisation de nos vies. Nous nous comportons, par exemple, dans notre travail, on attend de plus en plus de nous que nous soyons des techniciennes et des techniciens. Or, nous qui travaillons avec des enfants,
c'est-à-dire avec des êtres fondamentalement humains. Et nous qui cultivons de l'humanité, on ne peut pas se satisfaire de ça. Et quand on va dans une crèche, finalement, parfois, on sent la douleur de personnes qui sont obligées de je dis parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais de se conformer à des processus, à des process techniques. Or, moi, ce que je défends en défendant l'empowerment, c'est quelque chose d'autre. On doit défendre ce qui vient du plus profond de nous-mêmes dans la relation à l'autre. C'est un mouvement inverse, en fait. Ce n'est pas un mouvement qui est de l'ordre de la soumission à des règles, mais qui est un mouvement qui est de l'ordre de comment, de soi-même, on arrive à comprendre les autres. Et pour moi, c'est vraiment ça le sens des nouvelles cultures qu'on doit inventer. Et je crois que ce que j'entends autour de moi, là, dans ces expériences magnifiques de crèches comme en plein air, où on essaie de laisser, ce que tu racontais aussi était très beau, de la créativité, ça vient des gens. Ça vient des gens, il faut faire confiance aux gens pour que ça naisse de soi-même. Voilà, j'avais envie de vous raconter tout ça. Merci beaucoup. Eh bien, nous en avons terminé pour notre table ronde. Donc, peut-être qu'il y a des questions dans la salle. D'abord, merci pour les étoiles que vous nous mettez dans les yeux. Beaucoup. Je voudrais témoigner. Mathieu Mingui, éducateur de jeunes enfants en micro-crèche. Je viens parler de ma structure là, parce qu'on parle de qualité des pratiques d'accueil au sein des EAJE. Et pour moi, il y a quelque chose de très important par rapport à l'implication des professionnels dans cette qualité d'accueil, parce que ça a été un peu dit par Pierre, et puis un peu par ce que vous avez dit aussi, mais il y a cette organisation au niveau du gestionnaire qui est importante. Je vais parler de mon expérience. On a monté à plusieurs une micro-crèche en SCOP. SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Donc c'est une coopérative, donc comme son nom l'indique, ça veut dire que tout le monde doit travailler ensemble. Le principe, c'est que chaque personne qui va signer un CDI a vocation à devenir associé dans la coopérative. Et associé, c'est quoi ? C'est prendre part aux décisions quotidiennes que l'on doit prendre dans notre structure. Moi, au quotidien, je suis le gérant, parce que, légalement parlant, il faut un gérant dans une société. Mais moi, je ne fais que administrer le quotidien. Je prends souvent l'exemple de, je vais payer les 900 € de notre prestataire de repas. Par contre, je ne vais pas acheter 900 € de matériel, parce que sinon mes collègues ils vont me dire, mais de quel droit tu as acheté 900 € de matériel sans nous demander ? C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. C'est-à-dire que toutes les décisions qui engagent l'avenir de la crèche, on les prend tous ensemble. Et le fait d'être en coopérative, ça change cette manière de penser de la part des collègues. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément attendre les choses de la direction, on va vraiment prendre en main notre avenir dans la structure. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, c'est pas parce que une personne a le CAP petite enfance qu'elle n'a pas des choses à dire dans la structure sur la mise en place de projets. J'ai entendu tout à l'heure parler de professionnels qui n'étaient pas diplômés, qui pouvaient être des avions de chasse. Effectivement, il peut y avoir des avions de chasse partout, et chaque personne qui va pouvoir apporter sa pierre dans le projet va venir amener de la qualité dans les pratiques d'accueil. Et je trouve que c'est tous les projets que vous nous avez montrés, enfin par exemple Vincent, ce que tu disais tout à l'heure avec telle personne, elle a son mari qui travaille dans une scierie, du coup vous allez pouvoir couper du bois. Enfin cette idée elle est venue d'elle parce qu'elle savait ce qu'elle avait comme ressources chez elle, et faire appel aux différentes ressources, ça va venir aussi valoriser les professionnels, et donc ils vont avoir envie de faire encore mieux leur travail pour une qualité d'accueil des enfants et des parents. Une dernière question. Oui. Eh bien, moi, je suis très contente. Bon, je travaille aussi en multi-accueil, au fin fond de l'Eure-et-Loire. Pas si perdu que ça. Mais je suis très heureuse d'avoir, et ça fait du bien, ça fait respirer, d'entendre Monsieur Vergogne parler d'art sans atelier. Parler d'art dans l'instant et à plein la vie. Donc ça me fait vraiment chaud, parce que pendant des années,
J'exerce depuis 35 ans. J'ai essayé d'imposer ma façon de faire, en tout cas de faire adhérer les gens. Pas d'imposer, mais de faire adhérer les gens à ma façon de voir les choses avec les enfants. J'étais un petit peu un ovni. Et ça commence à venir depuis, effectivement, que ça bouge au niveau du décret avec comment amener l'art dans les multi-accueils, dans les crèches, les établissements de jeunes enfants. Et enfin, effectivement, c'est bien de ne plus parler d'activité, de ne plus parler d'ateliers, de choses trop pensées. On a parlé de beaucoup de projets, il faut vraiment anticiper, et c'est peut-être encore un mot projet qui est très vivant, mais l'instant plein de la vie, avec l'émerveillement, alors ça c'est un mot, je suis heureuse d'être venue aujourd'hui pour l'entendre dire encore, parce que ça on n'en voit plus, voilà. Et de refaire naître, merci à ces organisateurs de colloques, refaire naître ce discours, aussi simple soit-il, ça fait plaisir. Parce qu'on a encore trop de gens au-dessus qui parlent justement, et je rejoins ce monsieur qui est en micro-crèche, il y a trop de gens encore qui pensent il faut que ce soit toujours tout paramétré. Oui, l'enfance, il faut anticiper pour eux, ils sont pleins d'innocence, il faut éviter qu'ils soient en danger, mais il faut aussi qu'ils fassent leur expérience de danger pour pouvoir être. Voilà. Merci, monsieur Vergogne.